Fabrice Ratti, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Je suis ravi de te revoir, même si ce n'est pas encore physiquement. Alors, on te connaît, Olivier, pour tes rapports, le rapport du CES. Alors, c'est la Oui, première année où tu avais décidé de ne plus le faire. Ça tombe bien, il n'y aura pas de CES. oui, j'étais Rapport, visionnaire là, ouais. tes Par rapports hasard. sur les guides des startups, qui sont aussi une Ouais. référence, hein, un deuxième rapport de référence. Et puis là, hier, tu nous as publié la troisième édition de l'informatique quantique où tu te positionnes avec une vision d'ensemble sur un sujet assez complexe. Tout d'abord, merci pour ça. Et comment t'es venue l'idée de travailler sur l'informatique quantique? Bon, moi, ça fait un bout de temps que je m'intéresse au deep tech en général, hein. Tu te rappelles, en 2012, je m'étais intéressé au séquençage de l'ADN. En 2015, j'avais commencé à m'intéresser aussi à la fabrication des semi-conducteurs. Donc, j'ai beaucoup d'intérêt pour le hardware du numérique et pas que le logiciel. En 2016, j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle. Et c'est une époque où je me suis dit que l'informatique quantique était en train d'émerger et devenait un sujet intéressant, notamment parce qu'il était un peu mystérieux, un peu magique scientifiquement. Donc, tout ça, ça a créé les conditions de mon intérêt. Et donc, j'ai décidé de faire une conférence, plusieurs maintenant, et d'en faire un livre, première édition en 2018. Et j'ai pris goût à ça, d'autant plus que j'ai eu l'occasion, dans ce contexte-là, de rencontrer un très, très grand nombre de spécialistes du domaine, dans la recherche, dans l'entrepreneuriat, qui m'a permis vraiment de creuser le sujet. Et d'ailleurs, dans une sphère assez accueillante. Disons, le monde du quantique est assez accueillant. C'est ce qui m'a permis de creuser le sujet et vraiment d'approfondir. Je pense que j'ai jamais autant approfondi un sujet, hein. Ça se voit à la lecture. Alors, j'avoue que je n'ai pas tout compris, mais c'est l'objectif de cette interview-là aussi, de faire un peu la quantique pour les nuls. C'est quoi l'histoire du quantique? C'est quelque chose de très récent ou c'est quelque chose qui a été théorisé, conceptualisé il y a un certain temps? En fait, l'histoire de la physique quantique, elle démarre il y a assez longtemps. Elle démarre entre le 18e et le 19e siècle, lorsqu'on a commencé à essayer de comprendre comment fonctionnait la lumière et comment la lumière interagissait avec la matière. Alors au début, on a commencé à théoriser les ondes électromagnétiques. C'est ce qu'a fait James Clerk Maxwell avec ses fameuses équations des ondes électromagnétiques vers la fin du 19e. Mais on a eu d'autres scientifiques au 19e qui ont montré que la lumière générait des interférences, par exemple. Et il y avait un grand débat qui avait démarré bien avant, qui était de savoir si la lumière, c'était des particules ou si c'était des ondes. Et en fait, tous ces débats sur la nature de la lumière et la nature des interactions entre la lumière et la matière, ils ont été tranchés au début du XXe siècle par un certain nombre de scientifiques dont les noms sont maintenant ultra connus, à commencer par un certain Max Planck, dont on considère qu'il est un petit peu le père de la physique quantique ou de la mécanique quantique en 1900, parce que c'est lui qui a découvert que la lumière était échangée avec la matière en morceaux, de manière continue, c'est-à-dire que ce n'était pas n'importe quelle valeur, n'importe quel niveau d'énergie, c'était des morceaux d'énergie bien précis. Ensuite, il y a Albert Einstein qui, en 1905, a modélisé ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, qui est en gros la manière dont un électron d'un atome interagit avec un photon qui rentre dans l'atome ou qui sort de l'atome. Et donc, il a montré que l'interaction lumière-matière était aussi discontinue. Et ça a continué, notamment dans les années 20, avec une petite brochette d'une demi-douzaine de scientifiques dont les noms sont tout aussi connus. Erwin Schrödinger, Louis de Broglie, français, Werner Heisenberg, Paul Dirac, Max Born, qui est un peu moins connu que les autres. Et tous ces scientifiques, en fait, ils ont par des équations et en modélisant ce qui avait été observé par des expériences d'autres scientifiques, ils ont modélisé le fonctionnement des quantas, donc ces quantités d'énergie qui caractérisent les interactions entre la lumière et la matière. Et ça aboutit, surtout après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, à l'invention de tout un tas de technologies qu'on utilise aujourd'hui tous les jours. Ça aboutit à l'invention du transistor, donc de l'ordinateur ou des télécoms. Ça aboutit à l'invention du GPS, du laser, et donc du CD, du DVD, de tout un tas d'applications des lasers. Ça aboutit à, en gros, l'invention de toutes les technologies du XXe siècle qu'on utilise tous les jours aujourd'hui. Et fondamentalement, c'est basé sur la compréhension à très bas niveau, au niveau des particules élémentaires, des électrons, des atomes et des photons, de l'interaction entre la lumière et la matière. Alors, ce qui a changé, c'est que à partir de 1935 et surtout après la guerre, et notamment avec une date charnière qui est 1982,
on a commencé à mieux comprendre d'autres phénomènes de la physique quantique qu'on utilise maintenant dans ce qu'on appelle les technologies de la seconde révolution quantique. On a commencé à comprendre plusieurs phénomènes au nombre de 3. Le premier, c'est qu'on a compris en détail ce qui se passait au niveau de ce qu'on appelle la superposition des états, c'est-à-dire que le fait que les atomes, les électrons, les photons, ils coexistent dans 2 niveaux d'énergie, pour faire simple, et on peut utiliser cette propriété pour faire du calcul notamment. On a aussi découvert, donc ça c'est l'expérience d'Alain Aspect, le français qui a fait cette expérience en 1982, on a découvert ce qu'on appelle l'intrication. C'est-à-dire qu'on a découvert que des particules élémentaires, donc des photons notamment, eh bien, peuvent interagir à distance avec en fait ce qu'on appelle les états corrélés. C'est-à-dire qu'en gros, si on modifie l'état d'un des photons, ça va modifier l'état d'un autre photon à distance. Alors, au départ, on le faisait à courte distance, maintenant on le fait à longue distance. Et ça, c'est une découverte importante, donc validée en 1982, donc c'est relativement récent, il y a 38 ans. Et cette découverte, elle a débouché sur tout un tas d'applications liées à l'informatique quantique, qui sont à la fois les télécommunications, la cryptographie et le calcul quantique. Et puis, il y a un troisième niveau je dirais, de découverte scientifique, qui est que contrairement à ce qu'on faisait dans les années, en gros au XXe siècle, maintenant, les outils scientifiques dont on dispose pour faire de la physique quantique permettent de contrôler à l'échelle d'une seule particule l'état d'un quantum. C'est-à-dire qu'on est capable de contrôler un seul électron, on est capable de générer et de contrôler un seul photon individuellement, et on est aussi capable de contrôler un seul atome. Et donc, on a un niveau de contrôle de la matière qui est beaucoup plus précis que ce qu'on avait il y a un siècle, ou même il y a 40-50 ans. Et ça ouvre tout un tas d'applications, dont celle du calcul quantique. Voilà, résumé l'histoire de la physique quantique. Alors, à t'entendre, on fait du quantique comme M. Jourdain un petit peu sans le savoir depuis un certain temps. On utilise en tout cas, oui. On utilise. Si tu dois voilà, tu viens d'écrire la 3e édition de Comprendre l'informatique quantique. Si tu dois me le pitcher en 1 minute, 2 minutes pour m'expliquer ce qu'est l'informatique quantique, pour les nuls comme moi, qu'est-ce que c'est l'informatique quantique? Bon, l'informatique quantique, ça regroupe en fait 2 grandes disciplines. Une qui est le calcul quantique, donc c'est-à-dire la capacité à créer des ordinateurs qui sont capables de calculer, on va dire, plus vite et plus efficacement que les ordinateurs classiques. Alors, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est ce qu'on espère faire un jour, mais en tout cas, c'est la volonté. Et un deuxième pan qu'il ne faut pas négliger, qui est le pan en gros, du monde des télécommunications quantiques, qui comprend la cryptographie quantique, qui, en gros, recouvre les moyens de relier entre eux des ordinateurs, notamment des ordinateurs quantiques, de manière ultra sécurisée, et de protéger aussi les communications sur Internet. D'ailleurs, paradoxalement, contre le calcul quantique qui présente la capacité à casser des clés de chiffrement, notamment celles qui sont utilisées dans les clés publiques qui sécurisent les communications sur Internet. Donc, en gros, c'est 2 volets, c'est le calcul d'un côté, les télécommunications et la cryptographie de l'autre. Puis, il y a un troisième volet qui ne fait pas partie stricto sensu de l'informatique quantique, mais qui fait partie des technologies quantiques, qui est celui de la métrologie quantique, qui consiste à utiliser les propriétés quantiques de la matière pour faire de la mesure d'ultra-précision du temps, du magnétisme, de la gravité, de tout un tas de paramètres physiques pour tout un tas d'applications, d'ailleurs, dont des applications dans le domaine de la santé et de l'imagerie médicale. On va revenir au domaine de la santé, mais les grandes applications de cette informatique quantique dans les années à venir, alors d'abord, dans quelle échéance ou dans quelle perspective tu penses qu'on les verra? Et ça va être quoi les grandes applications dans les années à venir? Alors, j'aime bien faire un parallèle avec l'histoire de l'informatique qui a démarré en 1945. Si on regardait cette histoire en rétrospective, quelle serait l'année du démarrage? Alors, on pourrait dire que c'est l'année de l'arrivée du premier ordinateur, 1945. Le premier qubit, donc l'élément de base d'un ordinateur quantique, est arrivé vers 2000-2001. Bon. On est 20 ans plus tard. On a eu Google qui a présenté récemment un ordinateur à 53 qubits, IBM également, qui ont certaines caractéristiques, mais on ne va pas faire grand-chose avec encore aujourd'hui. Donc, on est un petit peu en 1947 ou 48 ou 50. Bon, alors est-ce que l'année charnière, c'est l'arrivée de l'IBM 360 en 1964? Est-ce que c'est l'arrivée de la micro-informatique 10 ans plus tard? Est-ce que c'est l'arrivée du smartphone en 2007? Bon, en fait,
si tu as une vision historique de l'informatique, tu te rends compte que c'est un continuum d'innovation permanent qui n'arrête jamais. Et je pense que l'informatique quantique va subir le même sort au sens où on va avoir régulièrement des capacités s'améliorer. On va régulièrement voir des machines dont la puissance va augmenter, sachant qu'on part de relativement bas aujourd'hui. Et au fur et à mesure qu'on va augmenter la puissance des machines, eh bien, on va élargir le spectre des applications qu'on va pouvoir développer avec. Et d'ailleurs, le monde de la santé et le monde des molécules est un très bon illustrateur de ce progrès progressif. À savoir que l'un des rêves du calcul quantique, c'est de permettre de simuler dans l'ordinateur la manière dont les atomes interagissent entre eux dans des molécules. Tu sais que le rêve des mathématiciens et des physiciens dans le domaine de la biologie, c'est de simuler le repliement des protéines. C'est le fameux Graal dans la santé, parce que ça permettrait de créer de nouveaux médicaments plus facilement. Alors, aujourd'hui, on en est à un état où le calcul quantique permet de simuler le fonctionnement d'à peu près 4 à 5 atomes. Ce n'est pas beaucoup, hein. Tu es loin du peptide, du polypeptide et de la protéine, où il y a des centaines, voire des milliers ou des centaines de milliers d'atomes. Et donc, ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va être capable d'augmenter le nombre de qubits, donc disons la capacité de puissance de calcul des ordinateurs quantiques, eh bien, on augmentera le nombre d'atomes qu'on va pouvoir simuler dans une molécule. Alors, dans une molécule ou dans une structure cristalline, parce qu'il y a plusieurs manières de faire de la simulation de la matière. Et donc, ça sera progressif. On va passer de 5 à 10, puis de 10 à 20, puis de 20 à 100. Et à chaque fois qu'on va augmenter la taille des molécules qu'on va pouvoir simuler dans la machine, on va augmenter le domaine d'application. Alors, ce qui risque de se passer, c'est qu'en termes prospectifs, il faut regarder quelles sont les molécules de petite taille qui sont utiles par rapport à des molécules de grande taille. Donc, si on regarde ce qui se passe dans les drugs, enfin dans le monde de la pharmacie, il y a des molécules de petite taille qui sont utiles. Mais il y a des molécules de petite taille qui sont tout aussi utiles dans le domaine de l'énergie, dans les énergies renouvelables ou dans le recyclage du carbone. Et donc, on va dire dans la chimie organique plutôt liées au monde de l'énergie, il y aura des applications qui arriveront peut-être un petit peu avant les applications dans le domaine de la santé qui a besoin de travailler sur des molécules plus complexes. Et petit à petit, on augmentera comme ça la taille des molécules sur lesquelles on va pouvoir travailler. D'accord. Dans ton Et ouvrage, ça va durer 30 ans. Hein. Tu en as pour 30 ans, comme 1945 à 1975. C'est à peu près le, on n'aura pas le une même loi gap. de Moore dans le quantique, on n'aura pas un doublement de la puissance tous les 2 ans, on n'aura pas. Il y a une loi de Moore qui s'appelle la loi de Rose, qui est le nom de Jordi Rose, qui était le fondateur, qui est le fondateur, mais qui a quitté la boîte de D-Wave, une boîte canadienne, qui fait un type très particulier d'ordinateur quantique, qui est une boîte qui a été lancée il y a 21 ans déjà, et qui est d'ailleurs la seule boîte qui vend des ordinateurs quantiques aujourd'hui dans le monde. Et quand on regarde les progrès qui ont été accomplis ces 20 dernières années, ça ressemble à une exponentielle sur un certain nombre de paramètres. Bon, mais comme on est au tout début, c'est dur d'extrapoler. Ce qu'on sait par contre, et ça c'est ce que j'ai pu explorer et détailler dans l'ouvrage que je viens de publier, c'est qu'il y a des chantiers technologiques énormes pour arriver à respecter une loi de ce type-là, c'est-à-dire une loi de la multiplication de la puissance régulière. Il y a des enjeux technologiques complètement dingues, et qui sont d'ailleurs des enjeux, dans certains cas, qui relèvent de la physique quantique. Donc, typiquement, comment faire en sorte que nos particules sur lesquelles on travaille restent stables à grande échelle, surtout quand on les intrigue entre eux et qu'on veut les mesurer. Et en même temps, il y a aussi des enjeux technologiques qu'on pourrait qualifier de plus classiques. C'est-à-dire comment on fait pour refroidir l'ensemble avec beaucoup de puissance, comment on fait pour alimenter ça en électronique sans que l'électronique chauffe trop, surtout quand elle est elle-même intégrée dans un système qui est refroidi, comment on fait communiquer tout ça efficacement et comment on évite les pertes thermiques. Tout ça, c'est des questions d'ingénierie assez complexes et il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. C'est passionnant d'ailleurs de voir la variété des technologies qui sont mises en œuvre dans ce domaine-là. Il y a des gens qui travaillent sur des matériaux innovants. Hein. J'ai découvert, par exemple, le cuivre, c'est un truc qui est connu des connaisseurs, mais j'ai découvert un truc qui s'appelle le cuivre dans lequel on a enlevé tout oxygène parce que ça améliore sa conductivité. Donc, beaucoup de matériaux en cuivre utilisés dans la technologie quantique sont du cuivre purifié qu'on a débarrassé de l'oxygène. On utilise aussi des propriétés particulières du silicium, de l'hélium. Enfin bon, c'est extra. D'ailleurs, j'ai tout un chapitre sur les matériaux dans mon bouquin. Ton ouvrage est magnifiquement fait dans le sens où il couvre vraiment l'ensemble du domaine quantique, à la fois de l'historique, à la fois de toutes les conséquences. Il y a même tout un chapitre sur les fumisteries
quantique. Tu Oui, reprends par secteur d'activité. Justement, pour revenir à la santé, il y a déjà quelques laboratoires pharmaceutiques, je crois, qui ont quelques expériences quantiques sur du développement de médicaments. oui, tout à fait. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur la simulation des molécules. Il y a plein de labos, des AstraZeneca, des Merck et autres, surtout des Américains ou Allemands en général, qui en sont, on pourrait dire, au niveau du stade de l'expérience. C'est-à-dire qu'ils essayent de voir les possibilités du calcul quantique pour découvrir de nouvelles molécules. Il y aurait potentiellement aussi des usages alors plus proches de l'IA que du quantique, mais sur ce qu'on appelle le reciblage thérapeutique, le drug retargeting, qui potentiellement pourrait être aussi réalisé avec des algos exécutés sur du calcul quantique. Alors, ce que font les boîtes de pharmacie aujourd'hui, c'est que très souvent, elles sont amenées à tester des algorithmes qu'on appelle des algorithmes hybrides. C'est-à-dire, ce sont des algorithmes où 90% du calcul est réalisé sur un supercalculateur qu'on va qualifier de classique, avec des processeurs en silicium normaux, et 10% du calcul réalisé sur un ordinateur quantique avec les capacités qu'on a aujourd'hui. Et donc, on a un savoir qui est en train de se développer dans ce domaine-là. On a même une société française dans ce domaine, qui est d'ailleurs plutôt franco-américaine que française, qui a été créée par un chercheur du CNRS qui s'appelle Jean-Philippe Picmal, qui s'appelle Qubit Pharma, qui est exactement positionné dans ce domaine. C'est-à-dire comment utiliser conjointement des technologies classiques et des technologies quantiques pour exécuter des algorithmes mathématiques de simulation de la matière et de la matière organique dans le but de trouver de nouvelles thérapies. Et est-ce que du coup, l'intelligence artificielle de type HAL, l'Odyssée de l'espace, elle sera quantique? C'est vers ça qu'on tend? C'est ça que permettra le quantique dans Ça, c'est pour les scénaristes de films, Ouais. mais ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Même s'il y a une intersection entre le monde de l'IA et le monde du quantique. C'est-à-dire qu'une partie des algorithmes connus du machine learning et du deep learning aujourd'hui ont des équivalents tournant sur l'ordinateur quantique, mais ils ne vont pas faire des choses plus merveilleuses que ce qu'on fait sur des machines classiques. Ils vont, en théorie, le jour où il y aura une puissance de calcul suffisante, permettre de faire ça plus vite. Mais le calcul quantique ne va pas résoudre, en tout cas à ma connaissance, les questions clés de l'intelligence artificielle, qui est d'y intégrer du raisonnement, de l'heuristique, des choses comme ça. Le calcul quantique ne va pas être la potion magique pour faire ce genre de choses. D'ailleurs, par certains côtés, heureusement, mais bon. Parce que, en fait, je me suis beaucoup intéressé quand j'ai analysé le monde du calcul quantique sur ce qu'on appelle les théories de la complexité. Il y a tout un chapitre là-dessus dans mon livre. C'est un sujet complexe d'ailleurs, la théorie de la complexité. Mais en fait, ça m'a presque rassuré, au sens où j'ai découvert que certes, l'ordinateur quantique allait permettre en théorie de résoudre des problèmes plus complexes que les machines d'aujourd'hui sont capables de résoudre. Mais j'ai découvert aussi qu'il y avait tout un tas de problèmes que l'ordinateur quantique ne serait pas capable de résoudre. Et donc, je me suis dit, finalement, il y a toujours des limites à la puissance de l'homme. Et il y a toujours des choses que l'homme ne pourra pas faire. Et par certains côtés, ça m'a rassuré. Justement, par rapport à la crainte d'avoir un Skynet ou un ordinateur prévoyant le futur. Ça laisse encore un espace très grand au libre arbitre, à la créativité, à l'innovation. Quand on regardait la série Westworld, on est en plein dedans avec un ordinateur qui gère les vies des. Oui, oui, oui. Alors, il y en a une autre, il faut que tu C'est regardes, pas c'est encore pour Devs. demain. Il faut que tu regardes Devs. C'est une série passée je ne sais plus où, je crois qu'elle est passée sur Canal+. Devs, c'est une série qui est vraiment centrée autour d'un ordinateur quantique qui sert un peu d'oracle, quoi. Mais ça, c'est une fumisterie scientifique totale, quoi. C'est complètement hors du champ scientifique raisonnable. Alors, Olivier, je ne peux que recommander de lire cette troisième édition sur l'informatique quantique et te contacter, te suivre si jamais des personnes s'intéressent à ça. Juste deux petites questions avant de te libérer. Première année où tu ne vas pas aller au CES à Las Oui, Vegas, où tu avais de toute façon décidé d'arrêter ces éditions que je crois on était très nombreux à apprécier, à lire, à un décryptage des technologies, un décryptage de cet événement majeur dans le monde de la techno. Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi tu ne voulais plus le faire? Et qu'est-ce que tu penses du CES justement? c'est un peu lié au chiffre magique 15. Je, je me suis dit qu'après 15 éditions du rapport, il fallait tourner la page. À un moment donné, tu sais, on peut pas faire la même chose éternellement. À un moment donné, il faut savoir tourner la page et changer de sujet. Et je me suis tellement intéressé justement à la physique quantique et à des sujets nouveaux des deep tech, je me suis dit que si je voulais continuer ce rôle un peu de défricheur des deep tech,
il fallait que je libère de l'espace dans mon temps. Et il y avait un peu d'usure aussi sur ce qui se passe au niveau du CS. Moi, on peut dire que j'ai accompagné, voire même un peu entraîné la croissance de la présence française au CES, notamment via le biais de, de la French Tech et de ce qu'elle a symbolisé. Et il est clair que depuis 2 ans, on avait atteint le pic du pétrole, quoi. C'était en train de décliner. Et ça a décliné l'année dernière, ça a décliné cette année. Donc je me suis dit, voilà, on est derrière un pic, il faut trouver un autre pic, quoi. Et il se trouve que j'ai aussi décidé de m'intéresser en détail sur le long terme, parce que ça prendra probablement 2 ans, à un autre sujet que je voudrais aborder sous l'angle à la fois scientifique et économique, comme d'habitude, un peu à 360 degrés, et un peu en contre-pied de ce qui se fait aujourd'hui, c'est le domaine de l'énergie. Alors d'ailleurs, je l'aborde beaucoup dans le cadre du calcul quantique, mais l'énergie, c'est un sujet complexe, hein. Il y a plein de sources d'énergie primaire, des sources d'énergie secondaire, de la transformation, du transport. J'ai commencé à explorer ce sujet dans les batteries dans le rapport du CES de cette année. Et il y a beaucoup de science là-dedans, hein. Il y a beaucoup d'ignorance aussi. Dès qu'il y a beaucoup de science, il y a beaucoup d'ignorance. Par certains côtés, j'essaye de me positionner avec d'autres comme Étienne Klein, comme Julien Bobroff, enfin, tout un tas de scientifiques. J'essaye de me positionner comme un éclaireur dans un monde d'obscurantisme aujourd'hui, d'où l'histoire des fumisteries quantiques d'ailleurs dans mon bouquin, là. Je trouve qu'on est dans une période dangereuse de l'histoire de l'humanité où il y a une perte de confiance dans ce qu'on appelle les élites, dans la science. On le voit avec toutes les théories fumeuses qui ont germé autour du Covid, les théories autour de la 5G, des vaccins. Il y a une espèce de manque de confiance dans les sciences et donc ça veut dire qu'on a besoin de réenchanter les sciences. On a besoin de les faire comprendre. On a besoin de les décrypter parce que c'est de plus en plus compliqué. On a besoin aussi de trouver des regards pédagogiques innovants par rapport à ce que font les scientifiques naturellement. Et donc, il y a des choses à faire pour finalement raccommoder la science et le politique, mais le politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que la science est devenue un objet politique. Et comme la science est devenue un objet politique, il faut que des gens s'emparent du sujet à la croisée des chemins entre l'entrepreneuriat, l'innovation, la science et le politique pour, on va dire, réanoblir la science dans la tête des gens. Et je peux te dire que c'est un vaste chantier. Alors, c'est un vaste sujet, puisqu'on l'a vu avec la crise du Covid, science et politique, science et confiance. Je vais te prendre au dépourvu sur ma dernière question, mais tu me fais une transition parfaite. Peu de gens le savent, tu es un passionné de la politique américaine, un passionné Ah oui, de la oui. société américaine. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec toi là-dessus. On est dans une année d'élection, après un mandat très particulier, je vais le dire comme ça. Quel regard tu poses sur cette élection et sur cette société américaine qui vit des moments difficiles? Je suis très inquiet. Je suis très inquiet de voir le délitement de cette démocratie provoquée par l'affreux Donald Trump. Je pense qu'on le sous-estime, hein, vu de notre petit regard français, en tout cas dans l'opinion en général. Cet affreux président est en train de détricoter la démocratie américaine à un niveau qu'on n'imagine même pas en France, quoi. Et même les critiques les pires qu'on peut avoir eues sur Sarkozy, Hollande ou Macron sont sans commune mesure avec ce qui se passe là-bas. Donc je suis très inquiet parce que c'est un président du chaos qui entretient le chaos, qui entretient la division, qui est raciste dans la pratique. Enfin bon, et tout ça, ça s'accompagne de plein de phénomènes qu'on n'a pas bien évalués en France, justement liés à la science. Ce type, il a nommé à tous les postes de direction des incompétents partout. Il détricote les lois de protection de l'environnement, il détricote la science en fait. Même s'il a augmenté le budget de la recherche en IA et dans le quantique, parce qu'il y a des gens qui ont compris que c'était un moyen de se battre contre les Chinois, mais il y a un détricotage de la raison, détricotage des sciences qui est en train de se produire là-bas. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Les scientifiques là-bas, ils sont sous le tapis, quoi. Ils sont vraiment pas bien, quoi. Et comme ce gars-là, il est capable de créer le chaos pour se faire réélire, ça peut encore durer un certain temps. Donc voilà, je suis très inquiet. Je ne suis pas du tout sûr que Joe Biden va réussir à le battre à l'élection. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas gagné du tout. Parce que et c'est ce que font les dictateurs, ou c'est ce que font les wannabe dictateurs, quoi, c'est-à-dire les gens qui essayent de détruire la démocratie de l'intérieur. C'est très dangereux. Mais il y a cette incidence particulière sur le monde de la science. Je viens de lire un article extraordinaire publié, je crois, dans le Washington Post,
qui explique comment, en gros, depuis 3 ans et demi, le gars, il a mis en place ce qu'on appelle une kakistocratie, c'est la démocratie des incompétents. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les postes clés, c'est des incompétents qui sont souvent des donateurs du Parti républicain, voire des lobbyistes contre la science, qui ont été nommés à tous les postes clés. Il faut savoir que tous les grands diplomates ont quitté le département d'État. Mais c'est une vraie catastrophe. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans beaucoup de dictatures récentes, hein, les fameuses démocratures, quand les élites ont quitté les pays. Hein. C'est arrivé dans l'Amérique latine pendant les régimes des généraux, Pinochet et compagnie. C'est arrivé en Russie, c'est arrivé dans plein de pays, en Turquie. En Iran, les élites iraniennes, elles ont en grande partie quitté le pays dès 1979. Donc en fait, il y a un délitement de ce pays qui est gravissime. Alors peut-être qu'évidemment je suis biaisé, parce qu'on a toujours un regard biaisé dès qu'on a un angle politique pour analyser un pays, mais c'est très inquiétant. Enfin, moi, quand je lis la littérature sur le sujet parce que c'est important, mais à chaque fois, ça me démoralise, parce que tu lis ce qui se passe là-bas, mais tu pleures, quoi. Et l'autre truc qui me chagrine beaucoup, parce que c'est comme ça que fonctionnent les gens qui détruisent les démocraties, c'est de voir comment fonctionne ou ne fonctionne pas le courage des hommes et des femmes. Et les gens qui le soutiennent en facial, mais ne le soutiennent pas derrière la porte, notamment dans le Parti républicain, sont l'illustration du manque du courage des hommes dans ce genre de période d'adversité. Et ça rejoint des périodes que certains ont connues dans les années 30 et 40 en Europe, par certains côtés, même si ce n'est pas le même contexte. Et le manque de courage, d'ailleurs, c'est devenu quasiment un sujet on va dire, d'histoire prospective. C'est-à-dire qu'il y a des historiens américains qui sont en train de se dire, voilà comment on va analyser dans 10 ans, dans 20 ans, le comportement de ces gens-là qu'on observe aujourd'hui. Ce manque de courage pour dénoncer l'indicible. Olivier, merci beaucoup. Alors, ton blog n'a jamais porté aussi bien son nom, Opinion Libre. Je vais mettre Ça le l'adresse reste, pour oui. dire d'aller voir les rapports du CES, les rapports du guide des startups, qui est une référence aussi. Tu n'as pas fait cette année pour cause de Covid, mais je sais probablement que tu le referas l'année prochaine. Et puis, cette 3e édition sur l'informatique quantique qui est passionnante et qui permet de rentrer dans ce sujet-là, qui va être un sujet d'avenir. Donc, Olivier, merci beaucoup. Bonne journée à toi et puis à bientôt, À j'espère, la dans la vraie prochaine. vie. Bah oui, j'espère. Avec grand plaisir. Allez, salut.